Le 24 novembre 1971, la veille de Thanksgiving, un homme bien habillé entre dans un aéroport américain comme n'importe quel autre passager. Il n'a pas l'air pressé, il ne panique pas, il ne se cache pas, il ne porte pas de masque, il ne crie pas, il ne menace personne devant tout le monde. Il achète simplement un billet aller simple en liquide. Nom inscrit sur le ticket, Dan Cooper. Destination, Seattle. À ce moment-là, personne dans l'aéroport ne peut imaginer que cet homme va devenir l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire américaine. Quelques heures plus tard, il détourne un avion, réclame une rançon, exige des parachutes, puis saute dans la nuit, en plein vol, avec l'argent sur le dos. Et le plus incroyable, c'est qu'on ne l'a jamais retrouvé. Depuis plus d'un demi-siècle, une seule question obsède enquêteurs passionnés et curieux: qui était vraiment D.B. Cooper? Et surtout, a-t-il survécu à son saut? Ce soir, on replonge dans une affaire si folle qu'elle ressemble à un scénario de cinéma. Sauf que cette fois, tout est vrai. Ici, sur Archives sombres, chaque histoire est vraie. Les images ne sont que des illustrations. Abonne-toi et laisse ton avis en commentaire. Nous pouvons commencer. Nous sommes à l'aéroport international de Portland, dans l'Oregon. Le 24 novembre 1971, l'homme qui se présente au comptoir n'a rien d'un fugitif traqué. Les témoins décriront plus tard un homme blanc, d'âge mûr, calme, poli, bien mis, vêtu d'un costume sombre, d'une chemise blanche, d'une fine cravate noire et d'un imperméable. Rien d'excentrique, rien qui accroche l'œil plus de 3 secondes. C'est précisément ce qui rend l'histoire si glaçante. Le danger n'avait pas le visage du chaos. Le danger avait le visage de la normalité. Il paie son billet comptant pour le vol Northwest Orient 305, un trajet court entre Portland et Seattle, à bord d'un Boeing 727. Un avion de ligne banal pour l'époque, un vol banal, une veille de fête banale. Il monte à bord, il s'installe au fond de l'appareil, et pendant quelques instants, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Pas de geste brusque, pas d'agitation, pas de démonstration de force. Puis vient ce moment minuscule, ce moment presque invisible, celui où toute l'histoire bascule. L'homme tend un petit mot à une hôtesse de l'air. Au début, elle croit à un numéro maladroit, peut-être un passager insistant, peut-être quelqu'un qui tente sa chance. Mais l'homme se penche vers elle et lui dit en substance qu'elle ferait mieux de lire le message. Alors elle le lit. Et sur ce papier, l'inimaginable. Il affirme avoir une bombe. D'un seul coup, l'ambiance de cabine change. Pas pour les passagers, eux ne savent encore rien. Mais dans une petite zone invisible du vol, un nouveau monde vient de s'ouvrir. Celui du sang-froid, de la peur contrôlée et du compte à rebours. Quand l'hôtesse s'approche de lui, l'homme ouvre sa mallette juste assez pour lui montrer ce qui ressemble à des cylindres rouges et des fils. Un engin explosif, ou du moins quelque chose de suffisamment crédible pour être pris au sérieux immédiatement. Puis il dicte ses exigences. Il veut 200 000 $ en liquide. Et il veut 4 parachutes, 2 principaux, 2 de secours. Cette demande est étrange. Très étrange. Pourquoi 4 parachutes? Pourquoi pas un seul? Pourquoi pas 2? Des années plus tard, beaucoup penseront que cette exigence n'était pas un détail, mais une manœuvre calculée. En réclamant plusieurs parachutes, Cooper faisait peut-être croire aux autorités qu'il pourrait prendre un otage avec lui. Si la police lui fournissait un parachute saboté, elle risquait aussi de condamner un innocent. Autrement dit, même dans ses demandes, cet homme semblait anticiper la logique de ses adversaires. C'est peut-être l'un des signes les plus troublants de toute l'affaire. Il ne semblait pas improviser. Et pendant ce temps, dans la cabine, rien. Pas de cris, pas de panique générale, pas de scène hollywoodienne. Les passagers, pour la plupart, ne comprennent pas encore qu'ils sont assis à quelques mètres d'un homme qui vient de détourner leur avion. Le vol est autorisé à atterrir à Seattle. Au sol, les autorités se dépêchent de rassembler l'argent demandé et les parachutes. Le temps s'étire.
Chaque minute compte. Et pourtant, dans l'avion, Cooper reste remarquablement calme. C'est ça qui rend son profil si fascinant. Il ne donne pas l'impression d'un homme grisé par la violence. Il donne l'impression d'un homme concentré sur un plan. Quand l'appareil se pose enfin à Seattle, la transaction s'effectue. La rançon est livrée, les parachutes aussi. Et là, chose incroyable, Cooper libère les passagers. La plupart quittent l'avion vivant, sans même avoir pleinement réalisé ce qu'ils viennent de traverser. Une partie de l'équipage est également relâchée. Mais il conserve avec lui l'équipage nécessaire pour faire redécoller l'appareil. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Il a son argent, il a ses parachutes, il pourrait négocier, se cacher, changer de stratégie. Mais non. Le plus fou, c'est que son plan ne faisait que commencer. Cooper ordonne à l'équipage de repartir. Direction générale, le sud, vers le Mexique, avec une escale prévue à Reno pour ravitailler l'appareil. Il impose aussi plusieurs conditions de vol, une altitude relativement basse, une vitesse réduite et certains réglages techniques qui montrent qu'il a, au minimum, une connaissance non superficielle des avions. C'est un détail capital, parce qu'à partir d'ici, une question se pose. Qui était cet homme ? Un parachutiste expérimenté ? Un ancien militaire ? Un technicien aéronautique ? Quelqu'un qui connaissait précisément les capacités du Boeing 727 ? Le 727 n'était pas un appareil comme les autres. Il possédait un escalier arrière intégré qu'on pouvait déployer en vol. Un élément rarissime dans l'histoire du crime aérien et un élément devenu central dans la légende Cooper. Une fois dans les airs, l'atmosphère devient irréelle. À l'avant, l'équipage obéit. À l'arrière, quelque part dans la pénombre de la cabine, se trouve un homme avec une bombe supposée, une somme considérable d'argent et plusieurs parachutes. Dehors, la nuit, le vent, le froid, la pluie probable sur certaines zones. Sous l'avion, des forêts, des reliefs, des kilomètres d'obscurité. Cooper demande qu'on le laisse seul. Puis, il prépare son départ. Il s'équipe. Il manipule les parachutes. Il attache le sac d'argent à son corps. À un moment, il découpe des suspentes d'un parachute de réserve pour fixer la rançon. Des éléments retrouvés ensuite sur l'avion aideront les enquêteurs à reconstituer une partie de cette préparation. À bord, les pilotes sentent à un moment une variation, une sorte d'anomalie aérodynamique. Quelque chose s'est passé à l'arrière. L'escalier a probablement été activé. Puis vient l'instant impossible à reprendre. Quelque part dans la nuit du 24 novembre 1971, l'homme connu sous le nom de Dan Cooper saute hors de l'avion. Avec lui disparaissent un parachute, l'argent et son identité. Essaie d'imaginer la scène. Pas avec les yeux d'un spectateur moderne, avec les yeux d'un homme seul dans le vent en 1971. Il fait nuit. Le terrain en dessous est hostile. La météo n'a rien d'idéal. L'homme saute d'un avion de ligne, chargé d'un sac rempli de billets, sans visibilité réelle sur sa zone d'atterrissage. Était-ce un geste suicidaire ? Ou l'acte d'un professionnel qui savait exactement ce qu'il faisait ? C'est là que l'affaire devient mythique. Parce que si Cooper était un amateur, son saut avait toutes les chances de le tuer. Mais s'il était entraîné, alors il a peut-être réussi l'une des disparitions les plus extraordinaires de l'histoire moderne. Lorsque l'avion atterrit finalement à Reno, les agents montent à bord. Cooper n'est plus là. À l'intérieur, il retrouve des objets qu'il a laissés derrière lui, dont une cravate noire et d'autres indices matériels. Mais l'homme, lui, s'est volatilisé. Commence alors une immense chasse à l'ombre. Des recherches sont menées dans la zone estimée du saut. Les enquêteurs ratissent, analysent, interrogent, compilent. Au fil du temps, le FBI ouvrira l'un des dossiers les plus célèbres de son histoire sur cette affaire, connu sous le nom de NORJAC, pour Northwest Hijacking. Mais le problème est immense. La zone est vaste. La nuit a tout englouti. Et surtout, personne ne sait exactement où Cooper a touché le sol, ni même s'il l'a touché vivant.
Très vite, deux grandes théories s'opposent. La première est simple. Cooper est mort. Il aurait sauté dans des conditions trop mauvaises, avec un équipement mal choisi, peut-être sans réelle maîtrise du parachutisme de nuit, au-dessus d'un terrain sauvage. Dans cette version, il ne s'est jamais relevé. Son corps serait resté quelque part, perdu dans la nature, avec l'argent. La seconde théorie est bien plus fascinante. Cooper a survécu. Dans cette version, tout était préparé. Le calme, les demandes précises, le choix de l'avion, le nombre de parachutes, les conditions de vol, tout montrerait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il aurait sauté, atterri, quitté la zone et disparu sous une autre identité. Et c'est là que la légende naît vraiment. Parce qu'un homme qui meurt dans une forêt devient un fait divers tragique. Mais un homme qui défie l'État, saute d'un avion avec une rançon, puis disparaît à jamais, ça devient un mythe. Les années passent, les suspects se multiplient. Le FBI en examine des centaines, d'anciens militaires, des parachutistes, des criminels, des hommes au passé flou, des profils troublants, des candidats crédibles, puis décevants. À chaque fois, une piste semble émerger. À chaque fois, quelque chose manque. Et puis, en 1980, un élément relance brutalement l'affaire. Un jeune garçon découvre sur une berge du fleuve Columbia, près de Vancouver dans l'État de Washington, des liasses de billets détériorés. Leur numéro de série correspond à une partie de la rançon remise à Cooper. Une preuve stupéfiante. Au moins une fraction de l'argent a bien refait surface. Mais au lieu de résoudre le mystère, cette découverte l'épaissit. Comment ces billets sont-ils arrivés là? Par le courant? Par un enfouissement volontaire? Par accident? Par mise en scène? Encore une fois, Cooper laisse une trace, juste assez pour hanter l'enquête, jamais assez pour la refermer. Il existe des crimes plus violents, des affaires plus sanglantes, des disparitions plus macabres. Et pourtant, D.B. Cooper occupe une place à part. Pourquoi? Parce qu'il incarne une énigme presque parfaite. Il apparaît soudainement, il agit avec calme, il exécute un plan délirant, il disparaît dans la nuit. Et il ne revient jamais réclamer sa gloire. Pas de manifeste, pas de revendication publique après coup, pas de confession crédible, pas de preuve finale. Ce silence est peut-être la partie la plus puissante de toute l'affaire. Si Cooper a survécu, alors il a vécu quelque part avec le secret le plus célèbre de sa vie enfermé en lui. Peut-être en lisant les journaux, peut-être en regardant les portraits robots à la télévision, peut-être en entendant des inconnus débattre de lui sans jamais savoir qu'ils avaient son visage devant eux. Et s'il est mort cette nuit-là, alors son histoire est encore plus étrange. Parce qu'un homme serait entré dans la légende mondiale au moment précis où il tombait peut-être seul, dans le noir, vers une forêt glaciale. L'un des aspects les plus marquants aussi, c'est que l'affaire a eu un impact durable sur l'aviation civile. Le détournement a contribué à accélérer des mesures de sécurité renforcées dans les aéroports américains et à modifier certains équipements sur les Boeing 727. Autrement dit, même sans être identifié, Cooper a laissé une empreinte sur l'histoire. En 2016, après des décennies d'enquête, le FBI annonce qu'il redirige ses ressources vers d'autres priorités. L'agence précise qu'elle n'enquête plus activement sur l'affaire, tout en indiquant qu'elle reste intéressée par des preuves physiques précises, notamment liées aux parachutes ou à l'argent. En clair, officiellement, la traque s'arrête. Mais dans l'esprit du public, elle n'a jamais cessé. Parce qu'il manque toujours l'essentiel, un nom certain, un corps, une confession irréfutable, une preuve totale. Le vrai nom de Dan Cooper n'est toujours pas établi avec certitude. Le surnom D.B. Cooper, devenu célèbre, viendrait d'une confusion médiatique initiale, mais c'est sous cette identité que le monde entier l'a retenu. Et c'est peut-être ça, au fond, la plus belle victoire du mystère. Même son nom n'est pas vraiment le sien. Alors, qui était D.B. Cooper? Un ancien militaire? Un parachutiste chevronné? Un homme désespéré? Un génie froid? Un amateur chanceux? Ou un mort dont la nature a gardé le secret? Le 24 novembre 1971, un homme est monté dans un avion avec un faux nom. Quelques heures plus tard, il en est sorti en plein ciel, avec 200 000 $ au-dessus d'une nuit sans visage. Depuis, le monde entier essaie de reconstituer ses dernières secondes. Mais peut-être que le véritable pouvoir de cette histoire n'est pas dans sa solution. Peut-être qu'il est dans son vide. Dans ce moment suspendu où un homme saute et emporte avec lui la réponse. Et tant qu'on ne saura pas où il a atterri,
ou s'il a seulement survécu, D.B. Cooper restera ce qu'il a toujours été. Pas seulement un fugitif, pas seulement un pirate de l'air, mais une silhouette avalée par la nuit. Et certaines nuits ne rendent jamais ce qu'elles prennent. Venez découvrir nos histoires sur Archives sombres.